Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci au Forum de Bamako de nous faire l'honneur de nous recevoir. Guillaume Sotomayor, je dirige l'équipe de recherche sécurité défense du CNAM Paris. Je suis enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, Sciences Po Strasbourg, Saint-Andrews et Oxford, et expert aux Nations Unies, notamment sur l'Afrique pour UNCTAD. Écoutez, je vous prie d'excuser mon allure de combattant de la jungle cubain. On a eu une arrivée un peu tardive et un tas d'aléas qui ont compliqué un peu notre démarrage ce matin, mais on va faire du mieux pour vous présenter quelques infos qui seront d'intérêt pour vous. Ce matin, donc, notre thème, c'est migration et sécurité. C'est un thème qui, évidemment, a drainé un certain nombre de passions, qui a conduit à un certain nombre d'hyperboles et à une urgence médiatique et politique, qui fait que c'est un sujet qu'il faut traiter avec prudence et avec nuance, surtout. Pour cela, il est toujours bon, et c'est ce qu'aiment souvent faire les chercheurs, de recommencer par des définitions un peu simples. Puisque l'immigration, sous sa définition la plus courte, consiste, comme vous le savez, en l'entrée dans un pays de personnes non autochtones qui viennent s'y établir. L'immigration devient clandestine quand elle est faite en méconnaissance des prescriptions légales en la matière. Quand on parle d'immigration clandestine en Afrique de l'Ouest, le pays clé, tout le monde le sait actuellement, c'est le Niger, qui voit passer depuis 2012 entre 120 000 et 200 000 migrants par année sur son territoire. La plupart des chiffres étant sous-estimés, puisqu'on a une méconnaissance quasi totale des routes annexes autour d'Agadez, notamment, et surtout à l'est du territoire, des routes qui, à l'époque, étaient extrêmement dangereuses, très peu utilisées, qui passaient vers le nord de Difa pour rejoindre Dirkou par le désert. Bon. Les routes des migrations, ensuite, les points de départ les plus importants en Afrique de l'Ouest sont le Sénégal, la Gambie, le Mali de manière croissante, le Ghana, le Nigeria. Il serait erroné cependant ensuite de penser que l'ensemble des migrations et des flux migratoires observés dans la sous-région ont pour destination finale l'Europe ou le Moyen-Orient. Puisqu'en réalité, comme vous le savez déjà tous, une grande partie de ces flux migratoires sont intra-africains. Un des exemples frappants de ça, ce sont les flux internes suite à la découverte de réserves en or, comme sur le plateau du Djado ou à Kori-Bogoudi au nord-ouest du Tchad, qui a drainé plusieurs dizaines de milliers de personnes de la sous-région qui, grâce aux facilités de déplacement de la CEDEAO, ont pu se déplacer d'une zone à l'autre assez facilement. Et donc, l'ensemble des personnes que vous interviewez ou à qui vous parlez ou que vous mesurez dans les flux migratoires dans la sous-région ne sont pas toutes en route vers l'Europe. Ensuite, en termes de modus operandi, de quoi parle-t-on quand on parle de migration clandestine? Comment est-ce que ces personnes voyagent? La plupart du temps, quand on pense migration clandestine en tant qu'Européen, l'image qui nous vient en tête, c'est Lampedusa, c'est les bateaux pneumatiques qui arrivent sur les côtes européennes. La migration en Afrique de l'Ouest, la migration clandestine, elle est souvent extrêmement, je dirais, artisanale, dans le sens qu'elle se fait en bus, la plupart du temps. Vous avez des compagnies de bus qui font de Accra jusqu'à Dirkou ou de Conakry jusqu'à Agadez, les compagnies de bus 3STV, Rimbo ou autres. Et un certain nombre de migrants font des sauts de puce à travers la sous-région, grâce à ces bus. Ils récupèrent un peu d'argent, ils vont à l'étape d'après, etc. S'ils ont suffisamment d'argent depuis le départ, ils font l'ensemble du trajet, évidemment, d'un coup. Et ensuite, vous avez un des moyens alternatifs qui se sont mis en place au fur et à mesure des années, une économie parallèle, une économie palliative, qui fait face, évidemment, à l'opportunité qui est donnée par la gestion de ces différents flux migratoires, notamment avec l'émergence de taxis-brousse, de motos-brousse, etc., qui permettent à énormément de ces personnes de voyager pour très peu cher depuis leur point d'origine en Afrique de l'Ouest jusque la passe de Banama, jusque Seba, jusqu'au sud de la Libye. Les réseaux, ensuite, on en parle très peu, mais les réseaux de l'immigration clandestine sont très particuliers dans leur organisation.
De nombreux experts interviewés insistent sur le fait qu'il n'existe aucun véritable réseau majeur ou dominant dans le trafic de migrants, mais une multitude de petits réseaux, plus ou moins structurés. La plupart, encore une fois, de ces membres ne sont pas des trafiquants, ne sont pas des criminels à proprement parler, ce sont d'anciens commerçants, des gens qui travaillaient dans des agences de tourisme ou autres, qui sont devenus des personnes impliquées dans le transport de migrants. Depuis les points d'origine en Afrique de l'Ouest ou du centre jusqu'aux ports d'Afrique du Nord, ces réseaux se composent de peu d'individus répartis le long des routes de migration. Et généralement, ces réseaux ne sont pas composés de plus de 12 à 15 individus. Tout en bas de l'échelle se trouvent les coxeurs. Les coxeurs, ce sont les personnes qui vont rabattre des migrants vers un réseau. Ensuite, peut se trouver un convoyeur spécialisé ou occasionnel, c'est le deuxième échelon, un hébergeur, donc des personnes qui vont posséder un endroit où les migrants font halte le long de la route, un hébergeur, voire un protecteur, et enfin la tête du réseau. Il faut souligner que cette activité n'est pas particulièrement rémunératrice, contrairement à l'idée qu'on s'en fait dans les médias. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des très grands réseaux criminels de la sous-région s'y intéressent très peu. Outre les coûts de maintenance des véhicules, les coûts d'essence, les frais de logement, les dépenses en matière de corruption, qui ne sont pas moindres, tout au long du trajet des migrations illicites, font que, encore une fois, le rapport coût-revenu est très faible et que la plupart de ces réseaux, sauf les têtes, gagnent très peu d'argent de cette activité. Ces réseaux sont pour la plupart multiethniques. Certaines nationalités se distinguent cependant. Vous avez les Gambiens, les Sénégalais, les Nigérians, les Ghanéens et les Maliens qui sont particulièrement bien structurés. Et ils disposent tout au long de la route de migration, jusque aux ports nord-africains, ce qu'on appelle des ambassades. Ça porte bien son nom. C'est-à-dire que tout le long de la route, vous avez l'ambassade du Sénégal, l'ambassade du Mali, l'ambassade de Gambie, l'ambassade du Nigeria, qui permettent aux migrants de passer d'un point à l'autre en ayant des points de repère physiques. Ensuite, enfin, en termes de prix, de quoi parle-t-on ? Je ne vais pas vous faire toutes les étapes, mais pour vous donner une ordre d'idée, pour un migrant clandestin actuellement, pour aller d'Agadez à Seba, en passant par Dirkou, on a à peu près besoin de 150 000 francs, 200 000 francs CFA. Les prix ont beaucoup augmenté récemment, donc c'est compliqué d'avoir des estimations fiables. On parle, en tout cas, moi, la dernière fois que j'ai pu interviewer des migrants, ça coûtait à peu près 500 000 francs de faire d'Agadez jusqu'à Tripoli. Le trafic de personnes, et là j'insiste sur ça, le trafic d'êtres humains, est absolument indistingué ensuite de tout ce que je viens de vous présenter sur le trafic de migrants, sur le passage des migrants, le passage des migrants clandestins. On ne parle pas du tout de la même chose, on ne parle pas de la même activité, on ne parle pas des mêmes réponses ensuite. Et c'est là où très souvent le bas blesse. C'est-à-dire que ces réseaux qui font de la traite des personnes, là on parle d'esclavage, on parle de pratiques analogiques à l'esclavage, on parle de servitude, on parle d'exploitation de la prostitution, du corps d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, de la mendicité, de services, de travaux forcés. L'ensemble de la structuration de ces réseaux est totalement différente. Les routes, elles, sont relativement similaires. Les points d'origine étant principalement, en revanche, dans la sous-région, le Nigeria, dans un second temps, le Ghana, et les victimes de ces trafics ayant pour destination soit l'Afrique du Nord, qui n'est non seulement un point de transit, mais qui est un point d'arrivée, j'insiste, de ces réseaux, et enfin l'Europe et le Moyen-Orient, où malheureusement les victimes de ces réseaux criminels trouvent souvent un destin tragique. Vous avez parmi ces différents trafics le trafic d'enfants, trafic de mineurs, qui sont exploités et qui sont livrés au travail forcé, à la mendicité. Vous avez ensuite les hommes. On parle souvent de la prostitution féminine, mais les hommes subissent très souvent de la traite également, qui prend au moins deux formes. Les rançons, tout d'abord, qui est un trafic qui est très souvent organisé par les groupes armés et milices qui sévissent dans le nord du Sahel et au sud de la Libye. Donc on prétend à ces hommes, un des réseaux va leur prétendre qu'ils vont trouver
un travail en Libye, et une fois arrivés, ils vont les enlever, demander une rançon à leur famille. Et ici, trois cas de figure peuvent se présenter. Soit c'est le conducteur du trafic, donc du réseau de migrants, pardon, qui va livrer l'homme à un réseau de trafic de personnes. Donc c'est deux réseaux séparés, mais vous avez des passerelles comme celle-ci. Et dans un autre cas, vous avez des hommes et des femmes qui sont escroqués dès leur pays d'origine. Donc vous avez différents types d'escroqueries qui peuvent en gros toucher ces pauvres hommes et pauvres femmes. Donc encore une fois, dans le cas où on va par exemple promettre à une jeune femme ou à un jeune homme de travailler dans un champ agricole au sud de la Libye. Une fois arrivé sur place, on va lui piquer son passeport et on va le rançonner de toutes ses possessions. Et il va devoir travailler 2, 3, 4 ans avant de pouvoir continuer son chemin ou généralement repartir chez lui. Enfin, vous avez une forme d'esclavage beaucoup plus direct, dans lequel un certain nombre de milices vont par force détourner des bus entiers de migrants qu'ils vont affamer et qu'ils vont maltraiter jusqu'à ce que ces derniers acceptent de travailler volontairement pour eux. Vous avez enfin des réseaux évidemment de prostitution. Et là, les réseaux de prostitution, là on parle probablement de ce qui, en termes de trafic d'êtres humains dans la sous-région, est de plus structuré, puisque ce sont les réseaux qui rapportent évidemment aussi le plus d'argent, de très loin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout des mêmes sommes engagées. Vous vous rappelez, on parlait de 500 000 francs CFA pour un passage depuis le Niger jusqu'au nord de la Libye. Là, on parle de réseaux qui, par personne, gagnent entre 50 000 et 100 000 euros. Donc on ne parle pas du tout des mêmes proportions. C'est très important de garder ça en tête. Vous avez un modus operandi qui prouve, si vous voulez, la structure de ces groupes. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer un trafiquant nigérian qui m'avait expliqué leur mode de recrutement, et c'est d'une sophistication incroyable. Évidemment, j'en fais pas la publicité, je déconseille à tout le monde formellement, mais je vais essayer de vous en raconter en quelques phrases les tenants. Lors du recrutement, plusieurs astuces sont utilisées. Les trafiquants font d'abord miroiter, ils ont des recruteurs spécialisés, font miroiter aux jeunes filles et à leurs familles, souvent très pauvres, qu'il y a du travail pour elles en Libye, en tant que coiffeur, dans un bar, dans la restauration ou en tant que babysitter. Après avoir réussi à convaincre les femmes de cet avenir radieux, les réseaux de la prostitution illicite vont procéder par plusieurs étapes. Plusieurs pinceurs indiquent, comme suit, que les filles étaient emmenées voir des jujuman, ou des nature shrine, comme on dit au Nigeria, soit des maîtres vaudous ou marabouts, afin de vérifier leur pureté et leur virginité. Les passeurs prêtent ensuite serment, souvent teinté d'un cérémonial vaudou, auprès de la famille, de mener celle-ci en sécurité jusqu'au Niger, voire en Libye. Ils leur déclarent à ce moment-là que s'ils font ce qu'elles leur demandent, leur mettre en Libye, si elles appliquent, ce que leur demande leur mettre en Libye, elles pourront gagner leur propre argent très rapidement et rentrer au Nigeria extrêmement riches. Ils leur fournissent ensuite des faux papiers, arrangent la logistique du transport jusqu'en Libye et cloisonnent totalement les femmes de tout contact extérieur. Donc elles les emmènent dans des voitures avec des chauffeurs qui sont les leurs, qui sont des chauffeurs sécurisés depuis le départ, encore une fois, jusqu'à l'arrivée, dans des maisons qu'ils contrôlent tout au long du chemin, afin d'éviter toute fuite. Et une fois arrivés à destination, ils exigent une rançon, encore une fois, contre service sexuel à la jeune femme, qui va à minima de 50 000 jusqu'à 80 000, voire 120 000 euros, jusqu'à ce qu'elle ait l'autorisation de se libérer. Voilà. Donc, encore une fois, je vous le répète, ces réseaux sont beaucoup plus structurés. Ils ont des contacts à l'international. Ils ont énormément de relais en Europe également, à travers la criminalité balkane et les réseaux albanais et les réseaux italiens. Et ils ont des points de chute à travers toutes les capitales européennes, Rome, Paris, Londres, Amsterdam, Madrid, etc.
Ces réseaux ont également, enfin, différents stades, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de renouvellement très impressionnante. Une fois que la femme a fait son temps, au bout de 2-3 ans, elle a deux choix. Soit elle a un choix qui est très tragique, soit elle devient elle-même une mama, une matrone, gestionnaire d'une des maisons de passe sur le chemin, ce qui permet évidemment un renouvellement des effectifs. Alors enfin, quels enjeux de sécurité? L'enjeu de sécurité numéro 1, qui est trop souvent omis, c'est évidemment la corruption. Puisque la seule condition de la pérennité de ces réseaux, la seule, et dans le trafic d'êtres humains et dans le passage illicite des migrants, c'est la fluidité des passages. La fluidité des passages, elle est permise par un élément, c'est la corruption d'autorité tout au long du chemin. Le deuxième risque est potentiellement le risque terroriste, c'est-à-dire comment ces différents réseaux pourraient alimenter le recrutement, le financement des réseaux terroristes à travers la sous-région. Bon. Beaucoup a été dit à ce sujet, très peu a été vérifié. Voilà moi ce que je vais vous en dire en 3 phrases. 1, les revenus sont beaucoup trop faibles et l'investissement beaucoup trop compliqué et exposant pour les groupes terroristes pour qu'ils veuillent s'impliquer sur ces thématiques. La seule dimension dans laquelle ils pourraient éventuellement, et je mets d'énormes guillemets, s'être financés à travers cette activité, c'est en taxant sur des petites zones de territoire qu'ils contrôlent certains des réseaux, notamment sur le passage entre Kidal et Tamanrasset, c'est-à-dire sur les routes menant en gros à l'Algérie, ou sur certaines zones au sud de la Libye. Voilà. Donc ils ont pu récupérer des taxes volontaires ou involontaires d'un certain nombre de ces commerçants et personnes impliquées dans ces trafics, mais ce sont encore une fois des financements, s'ils existent. Il y a le rapport du Conseil de sécurité, du groupe d'experts du Conseil de sécurité qui a été publié en fin d'année dernière sur les groupes terroristes au Mali, qui indiquait qu'un commerçant au nord de Kidal impliqué dans le trafic d'êtres humains avait financé un des groupes, mais encore une fois, ce n'est absolument pas une source de financement majeure. Enfin, et surtout, le point essentiel qui inquiète nos amis, c'est que les groupes terroristes pourraient se servir du désarroi et de la détresse d'un certain nombre de migrants, notamment ceux qui ont été expulsés en Europe et qui ont été ramenés et qui après plusieurs trajets, se retrouvent dans une situation de désespoir financier, humain, familial souvent, une détresse totale, et que le ressentiment contre une Europe non accueillante, contre les difficultés, le sentiment d'abandon, d'oppression, d'humiliation que ces personnes ont subi, est un vecteur de radicalisation clé, identifié depuis très longtemps, et que dont les groupes pourraient se servir assez facilement dans le futur. À tout cela, et j'en finirai là-dedans, quelle a été la réponse européenne? La réponse européenne, mon avis, et j'ai un avis très tranché sur la question, est un tableau noir. Indubitablement, l'accueil des migrants sur son sol par l'Union européenne fait face à des situations qui sont actuellement dans une impasse politique et une situation humanitaire d'une très grande gravité. Or, mes expériences m'ont conduit à penser que ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien la résultante d'un choix politique. Ce choix politique, c'est de placer la sécurité de nos territoires avant toute autre dimension politique. C'est l'idée d'une incapacité supposée de nos sociétés à accueillir toute la misère du monde, selon l'expression de Michel Rocard, ou à sauvegarder ce qui peut l'être encore d'une forme de cohésion sociétale. Cet impératif, qui a été souvent teinté d'opportunisme électoral, osons le dire, s'avère être une chimère utopique, aux conséquences humanitaires, encore une fois, il faut le rappeler, dramatiques. On parle de 35 000 personnes mortes en Méditerranée depuis 2000 jusqu'à nos jours. Or, si vous voulez, ce choix de l'ultra-sécurité, c'est-à-dire de bunkériser le sol de l'Union européenne, d'externaliser le plus en plus sa frontière, à travers tout un tas de mécanismes, notamment ce qu'on appelle les accords pays entre l'Union européenne et les pays de la sous-région, ce choix fait face à des variables qu'on ne pourrait
obnubilées, qu'on ne pourrait oublier. La première, c'est que la région constituera encore, pour sûr, une source de flux migratoires pour les décennies à venir. La deuxième, c'est que, en observant la flexibilité des groupes et leur adaptabilité aux réponses qui ont été apportées, on remarque qu'aucun des murs, aucune des réponses européennes n'a été efficace. On a d'abord essayé de stopper le flux vers les Canaries, ça a bougé vers Ceuta et Melilla dans les enclaves espagnoles pour aller ensuite rejoindre l'Espagne. On a fermé la route algérienne, c'est passé par la Libye, puis par la Tunisie, puis c'est contourné par les Balkans, et actuellement cela revient par l'Algérie, et le Maroc est redevenu un point d'entrée extrêmement important. Donc, on voit bien, si vous voulez, que cette réponse sécuritaire, aussi bien de par la détermination des personnes qui désirent partir que par la capacité et la force d'adaptabilité de ces réseaux, est une chimère. Face à cela, encore une fois, la réponse européenne qui consisterait à dire que c'est par le développement et par les accords Union européenne-pays que l'on mettra fin au flux, est à mon avis une réponse qui, bien qu'elle puisse être justifiée, est problématique à bien des égards si on ne fait pas attention à la manière dont l'argent est développé et ensuite investi, et qui fait poser un certain nombre de questions sur les intentions véritables de l'Union européenne quand on voit qu'une partie de ces fonds, indirectement, bien sûr ce n'est pas l'Union européenne qui a elle-même donné ces sous, a fini dans des mains de milices qui elles-mêmes contribuent par leur pratique de rançonnage, par leur pratique de kidnapping, à encourager la migration depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe. Et j'insisterai sur ce dernier point, ce sera quasiment ma conclusion, ce sera mon avant-dernière phrase. Je veux juste que si vous avez une chose à retenir de cette longue introduction, ce serait celle-ci. De très nombreux migrants, j'insiste là-dessus parce que de très nombreux migrants que j'ai interviewés très récemment m'ont confirmé cette information, quand ils arrivent en Libye, ils ne cherchent pas à aller en Europe. J'insiste là-dessus. Ce sont les pratiques de kidnapping, de rançonnage, de travail forcé, des groupes qui sont eux-mêmes supposés constituer nos barrières principales au flux migratoire, c'est-à-dire qu'ils sont nos mains armées face à ces flux migratoires que nous cherchons à tout prix à stopper. Ce sont ces groupes qui ensuite encouragent la migration en forçant les familles à dire à leurs enfants, écoutez, là ça fait 2-3 fois qu'on t'envoie avec tout ce qu'on a de quoi te libérer, mais là il faut que tu y ailles parce que là on ne peut plus payer. Et donc ça c'est très important. C'est-à-dire que la réponse actuellement de l'Union européenne, bon gré mal gré, ce n'est évidemment pas son intention, est contre-productive. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que si on ne fait pas très attention à la manière dont on dépense l'argent, que l'on veut investir dans le développement ou dans d'autres projets, il peut avoir des conséquences dramatiques. Je le répète donc, ce sont les politiques européennes de gestion des flux migratoires ne sont actuellement pas viables. Elles sont une impasse, un gouffre financier. Et elles doivent reprendre en tête que ces choix ont un impact sur la vie humaine de centaines de millions de personnes. Et qu'au final, c'est un reflet de notre société, un message que l'on envoie quand on oublie de passer l'humain derrière le sécuritaire. Je vous remercie. Bon, merci. Je voudrais d'abord saluer l'intervenant pour... Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? On me demande. Bien, je suis Abdelhak Basso. Je suis chercheur dans un think tank marocain qui s'appelle Policy Center for the New South, que j'ai rejoint, cela faisait un peu 3 ans.
Donc auparavant, j'ai été préfet de police, j'ai été directeur de l'enseignement généraux et également chef de la division de la police des frontières. Je voudrais également remercier donc, nos amis du Forum du Mali, de Bamako, qui ont bien voulu nous donner cette occasion de nous exprimer sur cette question combien d'actualité qui est la migration. Aujourd'hui, ce sujet, migration et sécurité, impose peut-être une question. Est-ce que la migration est une question de sécurité? Est-ce qu'il s'agit d'une question de sécurité? Nous savons, d'après tout ce que nous avons accumulé comme expérience et comme connaissance, que la migration est plutôt un sujet transversal. L'économiste peut parler de la migration, le sociologue peut parler de la migration, l'historien peut parler de la migration, l'internationaliste peut parler de migration, le sécuritaire également peut parler de migration. On peut même dire plus qu'à un certain moment, la migration est considérée dans certains milieux, dans certains pays, dans certaines régions, d'abord comme une question de sécurité. La preuve, c'est que la plupart du temps, dans les réunions internationales, dans les conventions internationales, ce sont les ministres de l'Intérieur qui s'en occupent. Et à plusieurs reprises, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que vraiment ce sont les ministres de l'Intérieur qui doivent s'en occuper, ou est-ce que ce sont des ministres d'autres secteurs? Le fait est de reconnaître ici que la migration donc, va de l'extrême, si vous voulez, sévérité pour être traitée comme question de sécurité, à l'extrême tolérance pour en faire une question d'humanité et d'humanisme. Donc, pour traiter de cette question de migration et de sécurité, il y a également plusieurs manières de lier la migration à la sécurité. Mais quand on lie la migration à la sécurité, nous sommes généralement dans un aspect souverainiste. Pourquoi souverainiste? Parce que lier la migration à la sécurité veut dire lier la migration à la circulation transfrontière et nous n'avons pas, c'est-à-dire, je dis que nous n'inventons rien si nous disons que la circulation à la frontière fait partie du pouvoir ou des attributions régaliennes de l'État. Régaliennes de l'État dans la mesure où c'est l'État qui, normalement, doit sauvegarder l'intégrité de son territoire et il ne peut sauvegarder l'intégrité de son territoire qu'en contrôlant sa frontière. Quand nous parlons de sécurisation des frontières, ce qui vient à l'esprit a priori, c'est cette question de sécurité-défense. Or, ce que je voudrais peut-être préciser, c'est que la sécurité de la frontière n'est pas uniquement une question d'armée ou de militaire. La circulation à la frontière, les entrées et la sortie par la frontière font partie de la sécurité des frontières, mais c'est une mission de police, ce n'est pas une mission de militaire. C'est pour cela que d'ailleurs les frontières, considérant la nature d'une frontière, quand on prend dans la philosophie d'un État ou dans la philosophie de tous les États, les frontières ont une double mission. Une mission de protection, donc c'est le mur qui limite le pays, qui protège le pays, mais c'est également le pont, c'est également ces portes ou ces fenêtres qui lui permettent de collaborer avec le monde. Sécuriser un pays dans la compréhension absolue veut dire le fermer. Personne ne sort, personne n'entre. C'est ça, sécuriser, si l'on prend dans le sens le plus strict. Coopérer et s'ouvrir
veut dire qu'il n'y ait aucun contrôle, que l'on ouvre les frontières entre qui veut, sort qui veut. Or, ni l'une, ni l'autre n'est possible. Et c'est pour ça qu'on parle de frontières assez fermées pour protéger et assez ouvertes pour coopérer. Et c'est dans ce sens que dans l'ensemble des pays, nous avons ce que nous appelons les postes frontières, c'est-à-dire les postes de contrôle de la circulation. Donc, les États admettent qu'il y ait circulation, qu'il y ait ouverture sur l'autre, mais une circulation contrôlée et une circulation qui nous permet de savoir qui entre, qui sort. S'ouvrir sur l'autre ne veut pas dire que entre qui peut, entre qui veut, et sort qui veut. Cependant, les conjonctures des États et les conjonctures internationales également ont amené certains pays à restreindre, à mettre des conditions un peu plus ou moins drastiques sur le fait d'entrer ou de sortir de ces pays. Et plus ces restrictions vont être rigoureuses, plus ils vont être multiples, plus ceux qui veulent outrepasser ces restrictions auront besoin ou auront recours à des méthodes que l'on peut qualifier, il y a plusieurs définitions, de clandestinité, d'illégalité, de fraude, parce que même dans ces immigrations qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas... On distingue entre immigration clandestine, entre immigration illégale et entre immigration par fraude. Donc, plus il y a de restrictions, plus on va assister, si vous voulez, à une profusion de ces méthodes de clandestinité, d'illégalité et de fraude. La personne peut frauder elle-même, il peut passer elle-même, mais devant les risques, nous avons vu naître des réseaux de professionnels. Ces réseaux de professionnels qui vont aider ces gens à passer. Au début, les premières années où ça a commencé, on ne parlait que de passeurs. On appelait ça passeurs. Vous arrivez dans cette frontière et vous avez des gens qui vont vous emmener, vous conduire de l'autre côté. Mais de plus en plus, plus le phénomène a grandi et plus où on a assisté à des réseaux. Et les premiers réseaux de la migration clandestine ou de la migration illégale ont été fondés par les personnes qui s'adonnaient au trafic de drogue auparavant. Parce que les routes clandestines par où passaient les marchandises ont été empruntées par les réseaux qui faisaient passer les personnes. Donc, premier souci de sécurité pour un État, c'est devant ces réseaux, devant ces passages clandestins, devant ces passages illégaux, comment pouvoir contrôler ces personnes. Le fait n'est pas de vouloir que les personnes entrent chez vous ou n'entrent pas chez vous. Le fait pour un État, c'est de savoir qui entre et qui sort. Pourquoi est-ce qu'il y a une autorité de la circulation transfrontière? C'est pour savoir identifier les flux qui entrent et les flux qui sortent. Mais dès lors qu'on a affaire à de la clandestinité, à de l'illégalité, à de la fraude, cela devient un souci pour l'État d'assurer sa sécurité. Comment pouvez-vous dire que je suis en sécurité, j'assure la sécurité de l'État,
et là je remets ma casquette d'ancien préfet, si vous ne savez pas qui vient chez vous, qui est chez vous, ce n'est pas une question de savoir que je l'admets ou que je ne l'admette pas. Le fait est de savoir qui est-il. Or, aujourd'hui, plusieurs États, et au Maroc, j'en ai fait l'expérience, nous en avons fait l'expérience, parce que tous les pays d'ailleurs, tous les pays sont des pays émetteurs, tous les pays sont des pays de transit et tous les pays sont des pays maintenant de destination. Parce que la personne qui sort d'un pays X, il va dans l'autre pays. Nous disons que ce pays est en transit, mais ce transit peut durer 2 ans. Tout à l'heure, notre collègue a parlé du fait qu'ils sont là pour ramasser un peu d'argent pour faire la prochaine étape, les sauts de puce. Et durant ces 2 ans, le pays est un pays de destination. C'est un pays de séjour. Et il a chez lui tout un contingent de personnes qu'il ne connaît pas. Pourquoi il ne connaît pas? Parce que généralement, ce qu'on conseille à ces migrants, lorsqu'ils entrent dans un pays, pour éviter d'être refoulés, c'est de détruire leur papier d'identité. Et quand ils détruisent leur papier d'identité, le fait n'est pas de laisser cette personne séjourner ou pas, le fait est de savoir qui elle est. La sécurité, c'est identifier les personnes auxquelles vous avez affaire. Et donc, à partir du moment où ces personnes, qu'on appelle entre guillemets, d'ailleurs un terme que je n'aime pas, sans papier, ils sont véritablement sans papier, parce qu'ils détruisent leur papier d'identité. Et cela devient un risque sécuritaire pour les États. L'autre souci des États, c'est que quand les réseaux de migration clandestine se sont insérés, se sont intégrés dans la criminalité transnationale organisée, cette criminalité transnationale organisée, sa première caractéristique, c'est qu'elle est hybride. Il n'y a pas de réseau aujourd'hui spécialiste uniquement dans le passage des personnes. Quand vous avez quelqu'un qui a un camion, qui a un fourgon, qui va d'un point à l'autre pour transporter des clandestins, est-ce qu'il va revenir à vide? Jamais il ne revient à vide. Donc, ces réseaux se sont imbriqués dans tout le réseau, dans toute la criminalité transnationale organisée. Vous ne savez pas, aujourd'hui, par exemple, nous avons fait une expérience au Maroc, et ceux qui transportent, il y a un passage à la fois clandestin entre Nador et Almeria, passage de clandestins et passage de drogue aussi. Et donc, les trafiquants de drogue qui utilisent ce qu'on appelle les go-fast, c'est des pneumatiques qui vont très vite, mais qui ont besoin d'être alimentés en carburant en route. Et la plupart du temps, quand vous arrêtez ces go-fast, il y a 2 à 3 clandestins à bord, dont la mission est de mettre de l'essence dans les moteurs à chaque fois. Quand, par exemple, au Maroc, dans les années 90, quand on a voulu interdire à certaines personnes qui étaient suspectes de partir en Afghanistan et dans les Balkans pour alimenter les réseaux terroristes, qui a pu faire passer ces gens là où ils veulent? Les terroristes sont sortis du Maroc grâce au réseau de la migration clandestine. C'est eux qui les ont fait sortir. Personnellement, et de par mon expérience, je ne crois pas qu'il y ait de frontières à faire entre les réseaux, qu'ils soient de réseaux de passage, parce que les chemins, parce que les procédés, parce que les méthodes sont les mêmes. Les itinéraires aujourd'hui, quand on avait à un certain moment... quand nous avons arrêté certaines personnes pour la migration clandestine et certaines personnes pour des trafics de drogue, on a trouvé chez eux des cartes où Gao
était marqué en rouge. Donc un point de rencontre, où se rencontrent ces itinéraires-là. Alors pour ne pas trop prendre la parole, donc il y a un problème, cette migration clandestine crée un problème d'identification. On ne peut pas parler de libre circulation s'il n'y a pas un mécanisme d'identification commun. Je peux vous dire que tel pays, nous pouvons avoir entre nous un traité de libre circulation. Les gens peuvent sortir et entrer comme ils veulent. Mais si nos systèmes d'identification des personnes ne sont pas les mêmes, si nous n'avons pas un même fichier de la population, comment pouvons-nous faire ça? Aujourd'hui, et déjà, j'en parlais hier dans un plateau, par exemple en Afrique, pour parler de cet espace africain où les gens peuvent aller et circuler comme ils veulent, nous devons d'abord avoir un espace d'identification commun. Merci. Maintenant, on va donner la parole à Bruno Tertrais de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup. Donc, oui, Bruno Tertrais, je suis directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui est un think tank français spécialisé dans les questions de sécurité internationale et de géopolitique. Ayant donné une partie de mon temps de parole à mes amis à gauche et à droite, je vais être assez rapide. Soyons clairs, je vais m'exprimer d'un point de vue évidemment occidental et notamment européen. Je ne crois pas que la migration soit une question essentiellement sécuritaire, sauf pour les migrants eux-mêmes. Mais le fait qu'elle soit perçue comme une question sécuritaire fait partie des raisons pour lesquelles l'Europe réagit aujourd'hui aussi vivement, aussi fortement et parfois aussi irrationnellement sur les questions migratoires. Alors, que la question migratoire soit une question sécuritaire pour les migrants, je n'y reviens pas. On en a parlé hier, on en a reparlé ce matin. Mais du point de vue européen, je dirais que cette question migratoire, elle peut être perçue comme sécuritaire d'un double point de vue, et je crois qu'il faut distinguer les deux niveaux. Premier niveau, celle de la sécurité intérieure, celle du terrorisme, et deuxième niveau, celle de la sécurité personnelle, on va dire. Ce sont deux questions bien connues de mon voisin de droite, et distinctions, à mon avis, aussi très importantes à faire. Sur le terrorisme, soyons clairs, il y a extrêmement peu de migrants qui, en Europe, ont été impliqués dans des affaires de terrorisme. Le terrorisme était essentiellement, quasiment totalement, une affaire intérieure. Et lorsque des migrants sont venus de l'étranger, des personnes sont venues de l'étranger pour s'impliquer dans des actes de terrorisme en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, en général, ils ont employé les voies légales. La migration illégale, le transit illégal, l'entrée illégale n'est pas une bonne voie d'accès pour le terrorisme. Et aux États-Unis, c'est particulièrement frappant. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul exemple de personnes venant de l'étranger illégalement qui étaient impliquées dans un acte de terrorisme récent. C'est le Millennium Bomber. Il est venu par la frontière américano-canadienne. La quasi-totalité des personnes impliquées dans des actes de terrorisme en Europe ou aux États-Unis dans les 20 dernières années sont soit des résidents légaux, soit, plutôt d'ailleurs en général, des personnes qui ont la nationalité du pays dans lequel ils vont s'impliquer sur ces questions de terrorisme. Il y a un lien dont on n'a pas parlé, qui serait peut-être intéressant d'aborder avec mes amis qui sont peut-être plus spécialistes que moi de ce sujet. C'est la question de la reconversion des passeurs. Il me semble que certaines études ont montré que dès lors que l'on veut inciter, y compris financièrement, les passeurs à se reconvertir, entre guillemets, vers d'autres activités, si on leur interdit d'être passeurs, ils vont peut-être se lancer dans des activités en lien avec le terrorisme. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être soulevée, car certaines études ont montré que ça pouvait être un sujet. Donc il n'y a pas vraiment, malgré ce qu'on a beaucoup dit et écrit en Europe en 2015-2017 à propos de la grande vague de demandeurs d'asile en provenance du Moyen-Orient, il n'y a pas vraiment de sujet immigration, terrorisme. Le deuxième sujet est en revanche plus important dans ce qu'est devenu l'immigration dans le débat public européen.
c'est le niveau de la sécurité personnelle. Là, soyons clairs, en France, par exemple, nous avons d'énormes problèmes avec des mafias ou des groupes de réseaux de crimes organisés liés à l'immigration, mais pas forcément d'ailleurs en provenance du Moyen-Orient ou d'Afrique. Les plus gros problèmes que nous avons en France en particulier, en termes de crimes organisés, ce sont les Albanais, les Caucasiens, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Russes. Ce sont des personnes qui ont bénéficié notamment de la liberté de circulation européenne, et en tout cas ils sont quasiment dans leur totalité, j'exagère à peine, en tout cas pour ce qui concerne la France, en provenance des Balkans et de l'Europe de l'Est. Alors il n'y a pas de lien direct entre immigration et criminalité. Los Angeles est la ville où il y a le plus d'immigrants au monde, ce n'est pas du tout une ville criminelle, au contraire c'est une ville particulièrement sûre aujourd'hui aux États-Unis. D'ailleurs aux États-Unis, puisque j'élargis mon propos au monde occidental en général, on voit très bien que le taux de criminalité des illégaux est inférieur au taux de criminalité des immigrants légaux, ce qui dit aussi ce qui relativise un petit peu les choses. Cela dit, il ne faut pas négliger l'importance qu'ont pris certaines affaires, certaines questions dans le débat politique européen et qui sont directement liées à la sécurité personnelle. On ne peut pas comprendre le vote de l'Italie du Sud si on ne comprend pas comment certains gangs nigérians ont littéralement pris le contrôle de certains villages d'Italie. Je ne dis pas que ce sont des affaires qui ont pris des proportions en termes de criminalité totalement considérables, mais en termes de perception, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc on ne peut pas non plus, le fait que ce ne soit pas sur le plan numérique quelque chose de majeur, ne veut pas dire que ça n'est pas une résonance particulière. Je prends l'exemple de l'Italie, j'aurais pu prendre d'autres exemples, d'ailleurs non liés à l'Afrique. Le Brexit ne peut, à mon sens, pas s'expliquer si on prend, enfin, ne peut pas s'expliquer totalement si on ne prend pas en compte la réaction presque épidermique d'une partie du milieu ouvrier britannique face à l'afflux massif et délibéré d'ailleurs d'immigrants polonais, suite à une décision tout à fait consciente des gouvernements travaillistes des années 1990. On ne peut pas non plus écarter la résonance symbolique très forte de certain nombre d'incidents, et j'en pense notamment à un incident très pénible qui est l'incident de la cathédrale de Cologne en Noël 2016, où vous avez eu plusieurs milliers, je crois que le chiffre c'était 2000 agressions caractérisées par un millier de personnes, et dont de mémoire une vingtaine de viols caractérisés par la police allemande. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont commis ces actes délictueux ou criminels étaient des immigrants de fraîche date. Certains étaient là sur le territoire allemand depuis très longtemps, mais la résonance de cette affaire en Europe a été tout à fait significative. Bien, ce sont des choses que l'on ne peut pas négliger lorsqu'on veut essayer de comprendre ce qu'est devenu la question de la migration, la question de l'immigration dans le débat politique européen. De même, ne peut-on pas mettre sous le boisseau le fait que lorsqu'on regarde, par exemple, les dernières statistiques de la police française, il y a une surreprésentation des étrangers dans les homicides. Par exemple, les homicides, c'est 16% d'étrangers, alors qu'ils sont 6% en France. Ça pose certaines questions. C'est surtout, c'est perçu de ce fait comme directement lié à l'avenir de la question migratoire. Le problème pour l'Europe, vous avez parlé, cher ami, de la dimension humanitaire et la dimension sécuritaire. Mais entre l'humanitaire et le sécuritaire, il y a l'identitaire. Et je crois que fondamentalement, c'est beaucoup plus pour des raisons dites identitaires que pour des raisons proprement sécuritaires que l'immigration est devenue ce qu'elle est aujourd'hui dans le débat politique européen. Mais ne nous voilons pas la face. Et en lien avec ce qui a été dit hier après-midi, nous pouvons dire tout ça est très mal, tout ça est scandaleux, etc. Mais c'est un fait. Il y a aujourd'hui une montée d'un certain nombre de phénomènes politiques en Europe qui est durable et lié à l'immigration. 38% des Européens, membres de l'Union européenne, c'est le sondage Eurobaromètre, 38% des Européens considèrent que c'est le problème numéro un pour l'Europe. Alors on peut dire ils ont tort ou raison, peu importe. C'est un fait politique. L'immigration est aujourd'hui considérée, à tort ou à raison, mais les perceptions sont des réalités, par les Européens comme un problème plus important que le terrorisme, quand on leur pose la question dans cet ordre. Bien sûr, il n'y a pas de lien monocausal entre
entre la proportion de personnes immigrées ou nées à l'étranger dans un pays et vote de l'extrême droite. C'est beaucoup plus complexe que cela. Mais en même temps, lorsque l'on voit que la montée du vote de l'extrême droite existe aussi dans des pays qui vont plutôt bien économiquement, lorsqu'on voit que ce n'est pas lié à la situation démographique d'un pays, on pourrait penser que les pays vieillissants et qui sont en train de perdre la population pourraient être finalement pourraient avoir une attitude relativement positive dans l'immigration. Ce n'est pas le cas. Ceux qui sont les plus vieillissants, l'Europe de l'Est, sont aussi ceux qui sont les plus réticents à accueillir de manière positive l'immigration. Il y a un problème. Moi, j'appelle ça moi, j'ai pas une théorie, parce qu'une théorie, ça demanderait un papier scientifique. Je ne fais pas de papier scientifique, mais on va dire une formule qui est ce que j'appelle la double peine démographique. Vous avez des populations qui ont le sentiment de subir une double peine démographique. D'abord, leur pays se vide, leur démographie s'effondre, et en plus, ils voient frapper à leur porte des dizaines de milliers de demandeurs d'asile, comme on a vu dans les années 2015-2017. Et je pense que ce raisonnement par l'économie doit être retourné. C'est justement parce qu'ils sont vieillissants et se sentent en perte de vitesse qu'ils craignent encore plus l'immigration. Autrement dit, que le raisonnement purement économique, qui d'ailleurs se discute, est assez complexe, du renouvellement de la force de travail, peut jouer dans certaines parties de l'Allemagne urbanisée, ne joue pas du tout dans le reste de l'Europe centrale. Alors, je vais terminer rapidement en disant que, à mon sens, ce qui est urgent dans ce débat, c'est au moins d'avoir un débat sain en Europe et ailleurs. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, et c'est très mauvais pour le débat démocratique, une confusion totale entre le demandeur d'asile, l'immigré et le musulman. On n'a pas parlé de la dimension religieuse, mais elle est un fait dès lors que l'on considère qu'il y a une crainte identitaire, il faut bien reconnaître que c'est aussi lié à la question de la place de l'islam dans les sociétés européennes. Alors, tous ces débats sont parfaitement légitimes, mais au moins, essayons de les avoir de manière saine, réfléchie et aussi rationnelle que possible. Pour avoir un débat sain, il faut au moins distinguer les choses. D'abord, distinguer entre la question de l'asile et la question de l'immigration. Et malheureusement, le terme de migrant aujourd'hui en Europe qui tente à recouvrir toutes ces catégories, et la question de la place de l'islam dans les sociétés européennes, qui est un sujet qu'il ne faut pas éluder. On voit par exemple qu'en Belgique, les Africains chrétiens s'intègrent beaucoup mieux que les Africains musulmans. C'est un fait, encore une fois. Ce n'est pas un jugement de valeur. Donc il me semble que bien distinguer les choses, de même qu'il faut distinguer, comme le disait une intervenante hier en employant un terme statistique un peu froid, distinguer le flux du stock. C'est un terme statistique. Alors je le reprends à mon compte parce que je crois qu'il est juste techniquement. Le flux, la question que voulons-nous comme politique d'immigration est une chose. La question que faisons-nous ensemble, quel est le commun qui nous lie dans la nation française, en Europe et ailleurs, et c'est aussi valable dans d'autres pays, y compris le Maroc, cher ami, comme vous le savez mieux que moi, c'est une question différente. La question de l'intégration, une question différente de celle de l'immigration. Je pense que, sans vouloir lancer trop de pistes en fin d'intervention, en 2 phrases, parce que c'est beaucoup trop facile, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut, pour sauver l'asile, et il faut impérativement sauver l'asile, qui est un droit fondamental de chaque être humain, et pour cela, il faut aussi réformer les procédures au niveau européen. Chacun s'accorde pour dire que le règlement de Dublin III est une absurdité, il va falloir très vite faire quelque chose. Deuxièmement, et j'en terminerai par là, bien sûr, c'est une évidence pour nombre d'entre nous, mais ça sera très difficile à accepter. Il va falloir trouver les bons éléments, les bons arguments pour faire comprendre aux opinions publiques européennes que la lutte contre l'immigration illégale passe par le rétablissement et par le rétablissement d'un certain nombre de filières d'immigration légale, pas seulement pour les Africains d'ailleurs, aussi pour d'autres parties du monde, mais c'est quelque chose qui peut sembler évident à nombre d'experts, et ça a été beaucoup dit hier. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est effectivement la voie à suivre, mais nous avons un combat majeur à mener pour faire accepter cette idée qui est contre-intuitive et qui est spontanément très difficile à accepter par les opinions publiques européennes. Merci. Je passe maintenant la parole à André Bourgeot.
Merci. Bon, je m'appelle André Bourgeot, je suis anthropologue, je porte ce nom déjà depuis quelques décennies. Je continue à intervenir, mais d'une manière beaucoup plus décentrée, dans l'espace saharo-sahélien, notamment dans l'extrême sud algérien, dans les septentrions nigériens et maliens, ainsi que dans le Gourma central. Et d'une manière plus périphérique, dans le cadre d'une approche comparative, j'ai fait pas mal de terrain en Asie centrale, particulièrement au Kyrgyzstan, en Sibérie orientale et un peu en Mongolie. Voilà pour dresser le tableau de quelques décennies de travail sur les sociétés nomades. Donc je commencerai par dire que je ne suis pas particulièrement spécialiste des migrations. Toutefois, j'étais confronté à ce type de phénomène pour différentes raisons. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter d'abord sur la base d'une idée générale, d'un constat général, et ensuite sur la base d'une typologie assez grossière des phénomènes migratoires, et je terminerai par une analyse plus globale sur une interprétation, en tout cas la mienne, des causes qui ont conduit aux situations actuelles qui sont particulièrement dramatiques. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que l'immigration, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle participe de l'histoire de l'humanité et que déjà à l'époque du néolithique, il y avait des phénomènes migratoires qui ont été porteurs, comme tout phénomène migratoire, de conflits. Mais à l'époque, on se battait à coups de bâtons du néolithique en pierre, avec des flèches aussi de l'industrie lithique néolithique, et porteurs de conflits, mais aussi porteurs de métissage. Alors, le problème qui se pose actuellement, est-ce que les réseaux migratoires sont porteurs encore de métissage ou bien d'exclusion? Je reviendrai un peu là-dessus. Maintenant, je passe à la typologie que je vais vous présenter. On parle, les migrations font l'objet de popularisation par l'intermédiaire des médias et par le côté dramatique. C'est quand même quelque chose qui est relativement récent et qui renvoie à des phénomènes de rupture. Donc, je vais parler maintenant de migration intra-africaine qui continue à fonctionner plus ou moins bien, plus particulièrement sur ce qu'on a appelé les navétanes. Les navétanes, donc, renvoient à une migration de caractère saisonnier. Une des particularités de cette migration saisonnière, c'est qu'elle était fondée sur une régularité et sur la base de relations humaines entre différentes ethnies appartenant à des nations différentes. D'où le côté pérenne et reproductible et, on peut dire aussi, en absence de conflit. Ces navétanes étaient particulièrement influents et pertinents au Niger. Bon, ça, c'est pour les migrations saisonnières. Ensuite, je vais passer à un second type de migration qui est beaucoup moins paisible, c'est les migrations climatiques. Et là, je fais référence aux grandes sécheresses de 1969-73 qui ont sévi sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, ça veut dire sur l'ensemble des États-nations qui ont une frange saharienne et qui ont conduit à des pratiques d'exode et d'exil. Et là, je fais plus particulièrement référence aux populations sahariennes, Touareg, Maures et Arabes, mais surtout Touareg, donc, qui sont partis, pour la plupart d'entre eux, dans l'extrême sud algérien, en Libye, bien sûr, qui ont rallié les légions islamiques qui avaient été créées par le colonel Kadhafi sur le modèle des légions étrangères et qui ont fait le coup de feu un peu partout. Donc ce caractère de migration saisonnière avait déjà un impact, un aspect guerrier et militaire. J'insiste un peu sur cet aspect-là parce que ces situations d'exode se sont reproduites dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ça a eu des conséquences dans la durée. Donc, migration climatique à caractère international, mais intra-africain, tout comme les migrations à caractère saisonnier, puisque c'était essentiellement dans l'espace, pour utiliser une expression à la mode, dans l'espace de la sous-région. Il faut préciser aussi qu'en ce qui concerne les sociétés de pasteurs nomades sahariens, il n'y a pas d'éléments, très peu en tout cas à ma connaissance, qui se sont inscrits dans les réseaux migratoires transnationaux à direction de l'Europe
ou d'autres pays. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez significatif, puisque la majorité, c'est un peu un point de vue, je n'ai pas de statistiques qui me permettent de l'affirmer, mais la plupart des migrants qui s'inscrivent dans ces nouveaux réseaux migratoires sont d'origine sédentaire. Donc vous voyez, les sociétés nomades sont en crise, mais pas simplement aussi les sociétés sédentaires. Jusqu'à présent, le caractère international est là, mais il n'a pas cet aspect global, mondial, qui caractérise ces nouveaux réseaux migratoires. À cet égard, vous avez fait référence tout à l'heure à la notion de flux et de stock. Moi, j'ai plutôt tendance à faire référence aussi à la notion de chaîne, dans la mesure où la notion de chaîne oblige à réfléchir sur des causalités qui conduisent au flux et au stock. Et d'une part. D'autre part, elle renvoie aussi à la nécessité d'étudier les modes d'organisation des flux et des stocks en amont. Il y a eu une tentative qui a été faite par un collègue anthropologue. Comme vous le savez, on procède toujours par immersion, c'est-à-dire qu'on se noie à l'intérieur des populations, on essaie de comprendre leurs catégories de pensée, leur système politique, etc. Et malheureusement, ça n'a pas pu déboucher sur l'ensemble du cheminement de ces réseaux migratoires pour des raisons d'ordre politique, au passage aux frontières. Donc c'est un petit peu gênant de ne pas pouvoir présenter une vue, une vision en tout cas endogène de la construction de cette chaîne migratoire, comment se composent les flux, les problèmes de pouvoir aussi à l'intérieur de ces chaînes, problèmes de pouvoir, d'organisation, problèmes de pouvoir, de qui prend le pouvoir dans ces groupes-là. On a fait référence au fait que c'était des petits groupes. Je crois qu'effectivement, en fonction des informations que je peux avoir, une des caractéristiques de ces groupes-là, c'est la notion de flexibilité, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter aux nouvelles conditions qui sont imposées de l'extérieur. Et ça, c'est une partie de leur grande force, cette flexibilité, qui est très souvent assortie de mobilité. C'est-à-dire que même des sociétés sédentaires qui ne sont pas confrontées à la mobilité ont capacité à s'adapter pour trouver de nouvelles possibilités, de nouvelles routes qui peuvent conduire à leur objectif. Donc, j'en arrive maintenant à cette troisième typologie qui renvoie encore une internationalisation, mais une internationalisation qui ne concerne pas l'internationalisation intra-africaine, puisqu'elle est orientée de plus en plus vers les pays européens, et elle se caractérise, de mon point de vue en tout cas, par une rupture fondamentale, radicale, qui fait en sorte que ces réseaux sont complètement déshumanisés, à la différence des deux types que j'ai présentés tout à l'heure, que je reprends, donc les migrants saisonniers avec des relations de groupe à groupe, donc de famille à famille, mais y compris aussi pour les migrations de causes climatiques qui ont conduit à l'exode et à l'exil. Elles ne se sont pas faites indépendamment des relations qui existaient entre différentes familles, pour parler des Touaregs que je connais un petit peu, entre les familles Touaregs maliennes, algérienne, nigérienne, etc. Donc aussi, ça s'inscrivait dans des réseaux de solidarité qui fonctionnaient, je rajoute encore, et qui, me semble-t-il, ces réseaux de solidarité se sont considérablement dégradés, voire inexistants. Alors, dégradés et inexistants, ça me permet de faire la transition vers cette rupture dans les réseaux migratoires. Cette rupture, elle se caractérise à travers une approche de chaîne des migrants par des transformations radicales, notamment au niveau du foncier. J'observe qu'à Agadez, il y a des quartiers composés par des migrants. La même chose aussi à Tamarasset, notamment à Guetta El Oued, où ça regroupe les migrants qui viennent plus particulièrement d'Afrique subsaharienne. Donc une extension de l'urbanisation à travers ces réseaux donc qui se regroupent à travers des quartiers. Ça génère de nouveaux rapports au foncier. Et ces nouveaux rapports au foncier, ils sont bien entendu fondés sur l'argent. Je crois qu'une des caractéristiques, et c'est la description qu'en a faite Guillaume Major, c'est ça, était une description que j'ai considérée comme étant une description très ethnographique, très intéressante, parce qu'il a décrit
d'une manière précise. Nous autres anthropologues, on aime bien la précision dans la description. On passe toujours par une approche ethnographique qui a décrit les différents stades, les différents comportements, etc., qui finalement vont déboucher sur la notion de trafiquant, qui est un petit peu à part. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, que c'est quand même un peu dominant. Donc je caractériserai aussi, sur la base de ce qui a été dit, sur la base aussi d'informations que je peux recueillir d'une manière assez régulière dans mes séjours, plus particulièrement à Bamako, puisque comme vous le savez, on n'a plus le droit de faire de terrain. Le ministère des Affaires étrangères nous contraint à rester dans les capitales pour des raisons d'ordre sécuritaire que l'on peut parfaitement comprendre, mais qui étaient un petit peu gênants pour les anthropologues, au point où maintenant, disons depuis une dizaine d'années, nous n'avons pratiquement plus d'étudiants qui travaillent dans cet espace saharo-sahélien, sauf pour les historiens, mais les anthropologues qui sont, par définition de la discipline, sont obligés de faire du terrain. Pratiquement sur l'ensemble de cette zone-là, il n'y a plus possibilité de faire de terrain, d'où un peu le déclin de cette discipline et la réorientation de nouveaux thèmes qui souvent sont éloignés des réalités. Une des caractéristiques de cette migration internationale orientée vers l'Europe, je viens de le dire, c'est transformation au niveau du foncier, intégration, le recours cardinal à la valeur de l'argent. Donc ça aussi, c'est assez significatif. Le mot n'a pas été utilisé, mais je pense qu'il n'est pas trop fort. C'est aussi l'insertion de réseaux. Le réseau était peut-être un peu trop fort parce que je ne peux pas en faire la démonstration que c'est organisé en termes de réseau, mais en termes de pratiques mafieuses. Je crois que les pratiques mafieuses existent dans les réseaux migratoires, notamment au niveau du foncier, au niveau, vous avez parlé des rançons, au niveau du contrôle aussi des femmes à travers la prostitution. Mais ce contrôle des femmes à travers la prostitution, elle s'opère à deux niveaux. Elle s'opère en amont, c'est-à-dire au début de la chaîne, mais aussi pendant le déroulement de la chaîne. Donc il y a, je ne dirais pas une sorte de généralisation, mais c'est quelque chose qui me paraît important, au point de dire, le terme va peut-être un peu vous choquer, qu'il y a une sorte de marchandisation de la femme dans ces chaînes opératoires. La notion de marchandisation, je vais aussi la réutiliser pour maintenant passer à une interprétation plus globale de ces phénomènes migratoires qui prennent un caractère tout ce qu'il y a de plus dramatique. L'aspect rupture ne peut s'expliquer aussi que par l'extension du système économique et politique mondialisé, si vous voulez, sous l'aspect de la mondialisation néolibérale. D'aucuns parlent de mondialisation capitaliste, peut-être que le terme capitalisme parle davantage, qui fait en sorte que, fondamentalement, le système économique, je crois que le premier intervenant faisait référence à la notion de frontière, dont une des caractéristiques des frontières actuelles dans ce cadre de mondialisation est qu'il n'y a pas de frontières pour la circulation des capitaux, parce que le système a besoin d'une circulation de capitaux extrêmement rapide. En revanche, pour la notion de frontière, me paraît tout ce qu'il y a de plus pertinente, et ça a été mentionné à travers les orateurs précédents, elle s'exerce au niveau des populations, ça veut dire au niveau du contrôle possible et de l'utilisation de la main-d'œuvre. Donc le contrôle se fait sur la main-d'œuvre. L'approche anthropologique, elle implique aussi une approche comparative. Si je compare ce même système il y a 30 ou 40 ans, le même système avait besoin d'une circulation et la possibilité d'intégrer une main-d'œuvre généralement aussi à bon marché et qui ne nécessitait pas d'être spécialiste dans bien des domaines. Ça, c'était il y a 30 ou 40 ans. Depuis, ce système économique, il a considérablement évolué au point où les économistes de toute mouvance, de tous bords, reconnaissent qu'il y a une crise systémique, je dis bien systémique, de ce système économique et politique, qui conduit à une situation de crise. Dans les deux cas que j'ai mentionnés tout à l'heure, je m'excuse, je fais un peu marche arrière, sur l'internationalisation à travers la migration climatique et celle
actuelle, on ne peut pas faire l'économie de la notion de crise, alors que dans le cas des migrations saisonnières, qui existaient aussi en Europe à l'époque, je n'ai pas recours à cette notion de crise parce que c'était relativement paisible et relativement facile, alors qu'avec les deux que je viens de citer, crise climatique et puis crise politico-économique cette fois-ci, et l'aspect nouveau, c'est qu'on reconnaît que c'est une crise systémique. Cette crise systémique, comme d'habitude, elle a tendance à exporter sa propre crise. Et l'exportation de cette propre crise fait en sorte que ça ne peut créer que du conflit. J'ai encore quelques temps ou non? Non, alors je vais terminer là-dessus, merci. L'exportation de cette crise fait en sorte aussi que se pose le problème des relations politiques et économiques de l'Occident vis-à-vis des pays africains. J'observe, c'est une observation, que plus particulièrement l'espace saharo-sahélien recèle de richesses extractives, de ressources extractives extrêmement importantes qui sont exploitées, mais l'exploitation de ces ressources extractives n'ont pas de retombées au niveau national puisqu'il n'y a pas de transformation de ces ressources minières primaires qui permettraient éventuellement le développement économique de ces pays. Un autre mot, si je peux, pour parler de la Libye. La Libye a été considérée jusque dans les années 2010-2011 par une immense majorité des populations saharo-sahéliennes comme étant l'Eldorado. Je peux vous citer des chiffres énormes de populations de la frange saharienne qui sont parties en Libye, qui trouvaient du travail, etc., et qui ont constitué la main-d'œuvre du secteur primaire en Libye. Après l'intervention militaire franco-britannique qui a précédé celle de l'OTAN en 2011, on voit les conséquences de cette intervention. Le chaos libyen, tout le monde reconnaît qu'ils sont confrontés actuellement au chaos, avec un éclatement de système de valeurs qui fait en sorte que on a parlé de marché d'esclaves, etc., etc. Donc la dégradation, mais ça c'est aussi une des conséquences du système qui a, à la suite de cette intervention, déstabilisé les pouvoirs politiques centraux des États-nations qui ont une frange saharienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces trois excellentes interventions. On a pu y entendre qu'il fallait considérer ces flux migratoires, le préfet l'a bien souligné, sous l'ensemble de leur hybridité, c'est-à-dire que ce sont des flux qui sont complexes, qui, en raison de leur flux de passage, de leur point de passage, des réseaux qui se sont renforcés très fortement ces dernières années, de par le fait que ce sont devenus les seuls recours légaux possibles pour un certain nombre de personnes, se sont renforcés financièrement, humainement, opérationnellement, et qu'ils se sont de plus en plus liés à des réseaux de criminalité organisée. On a pu entendre que la perception de cette menace au niveau européen était clé dans la construction de la réponse européenne. Et enfin, sur la dernière intervention, que ces flux n'étaient pas monolithiques, qu'ils évoluaient, que leurs menaces étaient multiples et que la dimension climatique, qu'on a relativement peu évoquée, et merci beaucoup de l'avoir mentionné, va créer une nouvelle menace. On le pense aux affrontements entre certains pasteurs d'Aosak et des éleveurs Peul au nord du Mali, où on voit que les risques de déstabilisation sécuritaire sont multiples. On va prendre maintenant deux questions. Voilà, j'ai pris, excusez-moi, on a fait les deux premières qui sont ici, et je suis désolé, en raison du temps, on aura le temps de prendre que celle-ci. S'il vous plaît, faites au plus court. Je voulais tout simplement dire à mon modérateur qu'il ne reste que 5 minutes dans le temps est parti. Voilà, donc, voilà, donc si vous permettez, à votre nom, au nom de tous les participants, nous allons remercier les panélistes. Donc, ce n'est pas la peine de remercier. Voilà. Et au nom de vous tous aussi, nous remercions le Forum de Bamako et le président Abdallah. Donc, ce n'est pas. Voilà, donc nous allons donc directement vous poser directement votre question, ou bien vous faites directement votre commentaire, et puis on continue. Et donc, on va prendre, monsieur le modérateur, si vous permettez, je pense que c'est bien de prendre une femme, un homme, voilà. Donc,
le président Pierre Bouyoua est là, s'il vous plaît. Le président Pierre Bouyoua est là. Nous allons lui donner la parole là pour une introduction sur le sujet. Et ensuite, madame, on va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Oui, on ne peut pas trop. En réalité, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Oui, juste si c'est la conclusion, on parle. Non, non, il n'y a pas de problème. Il y a le modérateur. Oui. Monsieur, oui. Monsieur le modérateur, excusez-moi, mais j'ai des points qui me tiennent à cœur et que je voulais souligner. Je remercie les panélistes. C'est vrai qu'on est ici pour toujours éclairer davantage et apprendre de pratiques et d'autres, surtout des chercheurs. Je pense que pour travailler sur les migrations, aujourd'hui, on a besoin de construire des partenariats. Mais j'ai été un peu quand même offusqué d'entendre dans ce panel 7 fois pour un intervenant le mot clandestin, 5 fois pour vous, monsieur le modérateur, tout en disant que moi, je pense qu'aujourd'hui, si on travaille sur une déconstruction des mythes, mais aussi sur tout ce qui est changer le narratif, il faut quand même aborder ces migrations sur un côté moins criminalisant. Et c'est important pour aujourd'hui l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la migration d'entendre un vocabulaire acceptable. Voilà, les réseaux, il y a la criminalité. Si je cite plusieurs fois mon frère du Maroc a parlé de réseaux de clandestins, de criminels. Donc, un moment, je me disais, est-ce que vraiment on est là aujourd'hui pour apporter une solution ou bien pour enfermer davantage? Heureusement que M. Bruno a remis un peu, en tout cas relativisé par rapport à la criminalité et des migrants, mais aussi sur toutes ces questions qui sont, voilà, sur la sécurité surtout, sur la sécurité, l'aspect sécuritaire. C'est vrai que l'Europe actuellement attise les démons pour parler de ces aspects sécuritaires, mais aujourd'hui, on sait que le terrorisme et autres, ce n'est pas les migrants, on le sait très bien, mais bon, les amalgames sont cultivés et c'est ça qui pose encore problème. Et pour moi, je termine simplement sur ces définitions, mais aussi pour dire aujourd'hui que il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je pense qu'on n'est pas là simplement pour... c'est vrai que nous, on a travaillé sur une déconstruction de ces mythes qui est sur le site du Forum, si vous connaissez le Forum, qui est le Forum des migrants en France, forum.net. Et sur ces déconstructions de mythes, on a encore dit, et je pense que M. Bruno l'a rappelé, que le développement ne freine pas les migrations. Je suis heureux de l'entendre dire. Aujourd'hui, il ne faut pas trouver des fausses solutions pour un problème qui est là. Enfin, un problème, on le vend comme un problème. Et aussi éviter des notions comme le stock, les notions comme les flux, qui ne fait que ajouter à l'aspect mercantile qui est aujourd'hui. Il n'y a aucune humanité derrière ces chiffres. Un stock, comment dire, une fluidité. Voilà, c'est des questions qu'il nous faut résoudre. Je vous remercie. Oui, on va juste, on va juste répondre très rapidement, comme ça tout le monde est... Alors, juste, merci pour votre intervention. Je vais laisser le préfet, répondre ensuite. On a sur les termes qu'on a employés, madame, n'y voyez absolument aucun jugement moral, déjà, premièrement. La deuxième, c'est que nous n'avons jamais, moi je n'ai jamais parlé d'un migrant comme un criminel. Et jamais vous avez entendu que l'ensemble de mon intervention était dédié justement pour remettre une forme d'humanité derrière la réponse dont on parlait. Troisièmement, et je laisserai ensuite le préfet répondre puisqu'il a été aussi concerné par votre intervention, je vous rejoins absolument sur la nécessité de nuances sur les termes, d'où ma distinction entre traite d'êtres humains
et le passage des migrants. C'est juste une définition scientifique de ce qu'est un migrant et un migrant clandestin sur la forme d'entrée sur un territoire, ce que le préfet a également souligné en dessous de la notion de frontière, et qui malheureusement, on le dénonce justement, conduit à une réponse qui est trop axée sur la sécurité et sur des initiatives court-termistes et qui déconsidèrent la personne, la vie de l'être humain derrière. Voilà, donc j'espère que ça va répondre à votre intervention. Je vais laisser le préfet compléter. Non, je prends la parole juste parce que j'ai été cité dans cette question. Quand j'ai parlé de criminels, j'ai parlé des réseaux. Je n'ai pas lié immigration à la criminalité. J'ai dit que les réseaux sont criminels parce qu'ils utilisent cette question. La deuxième, pour la question de la clandestinité. Je suis adepte du changement de narratif sur la migration africaine. Mais quand les gens passent ailleurs que par les postes qui sont faits à ça, c'est des clandestins. Et quand on passe clandestinement, on est clandestin. Quand on présente de faux papiers, on est dans un passage frauduleux. Et quand on vit avec des papiers qui ne sont pas les siens, on est illégaux. Par rapport à une légalité, il n'y a pas d'autre nom. S'il y a d'autres qualificatifs, j'aimerais bien les apprendre. Oui. 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 Et qui fait la clôture, on ne peut pas faire parler tout le monde. Merci, Président, pour votre mot de clôture. Il fait de l'humilité et on le remercie pour ça. Il fait la clôture. Voilà. Ok. Je voudrais d'abord féliciter les panélistes pour leurs exposés très brillants et qui sont allés au cœur du sujet. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que la question de l'immigration, c'est une question au centre des préoccupations au niveau de l'Afrique et de l'Union africaine. Je suis représentant de l'Union africaine ici au Mali et au Sahel. Je voudrais parler en cette qualité. D'abord, comme on a dit, l'immigration intra-africaine, c'est la plus importante. Elle pose aussi beaucoup de questions. Je vois que dans ce débat, on a surtout axé les discussions sur l'immigration sud-nord. Mais l'immigration à l'intérieur, ça cause de sérieux problèmes de gestion. La xénophobie, et tout ça, c'est quelque chose que nous connaissons entre Africains. Donc nous devons gérer cette affaire, les approches, c'est l'intégration régionale, le développement économique et tout ça. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est un aspect de l'immigration qui est là. Maintenant, l'immigration nord-sud. Je pense que les gens ont distingué migration illégale et migration légale. Alors, je crois que la grande préoccupation, c'est la migration illégale. Et là, il faut que les États du Nord et du Sud travaillent ensemble pour résoudre ce problème. Alors, nous, une idée, pourquoi aujourd'hui cette question a dépassé les limites? Quelqu'un l'a évoqué, je voudrais aussi le souligner. Je pense que l'Europe ne peut être protégée que par ses voisins africains au sud de la Méditerranée. Maintenant, il y a un problème. Un grand pays au sud de la Méditerranée a été déstabilisé. C'est la Libye. Alors, je pense qu'aussi longtemps qu'on n'a pas résolu ce problème, on aura des difficultés pour stabiliser la situation au nord de la Méditerranée. Je pourrais parler davantage et je ne voudrais pas gêner dans les débats ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci à vous. Je vais appeler tout de suite la session 4 qui va démarrer dans un instant avec du retard, mais bon, on gère comme on peut. Donc avec Monsieur Mamadou Sansi Koulibaly, Jean-Hervé Lorenzi, Marc Tessier-Dorfeuille, Hippolyte Dalbis, Moussa Alassane Diallo et le docteur Yara Dembélé.
Je sais que le président de session, il est là. Je crois. Mohamed Diawara est là. Mohamed Diawara.